Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors Sujet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro, je ne sais plus, étant donné que je suis beaucoup trop régulier dans mes podcasts. Je sais même plus en fait on est à l'épisode combien parce que dernier épisode je dis la même chose, mais pourtant j'ai toujours pas réussi à savoir on est à l'épisode combien aujourd'hui. Ouais, on doit être à l'épisode, je sais pas, 4-5 peut-être. Peut-être qu'on est à 10 hein, les gars et que je me rends pas compte. Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va parler aujourd'hui donc, de ma semaine d'entraînement, du dialogue interne. Comme d'habitude, le dialogue interne, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple. C'est mes pensées, mes tracas, mes victoires, mes échecs, mes réflexions, mon brainstorming, en fait, tout ce qui passe par ma tête durant mes footings quotidiens. À 4 heures du matin ou à 18 heures le soir, en tout cas quand je cours. Donc c'est ça le dialogue interne. C'est, une façon de revenir rétrospectivement de façon hebdomadaire, donc chaque semaine, samedi ou dimanche, sur ce que j'ai fait durant ma semaine et ce que je compte faire justement la semaine prochaine par rapport à ce que j'ai réfléchi. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler aujourd'hui, cette semaine, de différents sujets qui me tiennent à cœur. Très personnellement, étant donné que c'est ma semaine d'entraînement, ça porte son nom aussi, heu, mais de différents sujets qui sont riches, comme cette semaine qui a été riche pour moi dans plein d'aspects, de réflexion. On va parler d'abord de la préparation mentale et on va directement attaquer par ça. Je ne vais pas vous faire un résumé de tout ce qui va se passer dans ce podcast pour que vous puissiez rester attentif au fil de la vidéo. La préparation mentale, j'ai commencé à me pencher dessus ces dernières semaines. Au début, plus dans mon inconscient à me dire: «OK, il va quand même falloir se préparer physiquement pour les genres d'épreuves que je veux faire, mais aussi il va falloir se préparer mentalement pour les faire» et c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Je pense, parce que je suis le premier, hein, c'est pas du tout le problème, mais que la plupart des courses qu'on fait, c'est majoritairement mental, plus que physique. Parce que je vais prendre l'exemple d'un marathon. Quand on fait une préparation marathon, au bout d'un certain temps, on a accumulé du volume, on a accumulé une forme, où physiologiquement parlant, en fait, on est capable de faire notre marathon. On est capable au sens physiologique, c'est-à-dire notre corps est capable d'encaisser et d'assumer 42,195 km pendant X temps. Donc notre corps, il est préparé. Ça, c'est une première chose. Donc ça se rejoint par rapport au volume, à l'entraînement, donc à la planification et cetera. Il faut aussi qu'on entraîne son mental. Parce que la plupart des échecs sur marathon, par exemple, c'est après 30 kilomètres. Mais par contre, on est tous unanimes pour dire que, les 42 kilomètres, notre corps est capable de les subir. Mais par contre, mentalement, il y aura 12 kilomètres où il va falloir tenir et là, c'est plus du physique, c'est du mental. Et la plupart des abandons, justement, résident dans le fait que les personnes, bon, ont des pépins physiques, ont des voilà, des choses qui sont propres à la condition physique, c'est sûr, mais par contre, le mental va venir les amplifier. Donc je ne vais pas trop m'éparpiller, mais tout ça pour dire que c'est important de pouvoir préparer aussi son mental à ce genre d'épreuve. Et quand je dis ce genre d'épreuve, c'est pas forcément l'ultra, c'est, ces épreuves-là de façon générale. Parce qu'il y a une prédominance et moi je l'ai dit dans mon dernier podcast et j'en suis sûr et certain, il y a une prédominance mentale qui va te mettre soit dans un état de flow et là tu vas réussir à faire une performance qui est incroyable et souvent les gens vont pas forcément dire: «J'étais dans un état de flow, de concentration, mon cerveau il était à 200 et j'ai réussi à performer grâce à ça», mais plutôt dire: «Ouais, j'étais dans une forme physique qui était incroyable» et cetera. C'est vrai, tu peux être dans une bonne forme physique et cetera, mais par contre si tu as pas le cerveau, si tu as pas la tête, le mental pour le faire ce jour-là, tu y arriveras pas et j'accorde pas du tout un 50-50 à mental, physique et pour moi, il y a une prédominance. J'ai pas encore le pourcentage, je sais pas si c'est du 70-30, du 80-20, bref, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres dans le monde de l'ultra, c'est une variable qui est inévitable et c'est fou à quel point c'est si peu documenté et j'ai l'impression d'être le seul à me poser cette question-là. J'en ai déjà entendu parler, mais il y a très peu de personnes qui vont te dire: «OK, comment est-ce qu'on se prépare concrètement pour faire une course, mais mentalement parlant?» Comment est-ce qu'on se dit à son cerveau: «OK, là, tu vas passer 12, 17, 24 heures dehors à courir non-stop et tu vas devoir encaisser cette charge-là, avec des pépins physiques, des douleurs, des blessures, des hauts, des bas et cetera et comment est-ce que le cerveau fait pour s'adapter à ça? Comment est-ce qu'on l'entraîne pour? Et c'est la question que je pose aujourd'hui, à laquelle je n'ai pas la réponse, à laquelle je veux avoir des réponses. Donc pour ça, il faut que je fasse des choses, que j'essaye des choses parce que je trouve que c'est pas du tout assez documenté. Pour moi, c'est un des leviers qui devrait être utilisé dès le départ. Dès le départ heu, de l'entraînement pour un objectif autre. On a tendance à
bien manger, bien s'entraîner, bien dormir, bien récupérer. Après, on va commencer à prendre des compléments alimentaires, des rouleaux de massage, des gueux de massage, des boîtes de pressothérapie, le bain froid, la douche froide, nanani nanana, bref, plein de choses qui sont annexes, environnantes, périphériques à la performance en tant que telle. Et pourtant, on va pas se dire: «OK, il faut que je prépare mon esprit à me dire que là, je vais souffrir. Je vais inévitablement, je vais souffrir. Comment est-ce que je fais pour l'armer et le préparer à ça?» Mais par contre, on le fait avec le corps. On le fait avec, avoir le meilleur matériel possible, mais on le fait pas pour l'esprit. Et c'est un truc qui m'a tilté et auquel j'aimerais bien me pencher là-dessus. Donc forcément, il y a des idées qui en découlent. Moi, ce que je faisais personnellement pendant ma première prépa marathon et que j'ai fait intuitivement et je me disais pas forcément: «Bon, c'est de la préparation mentale», mais c'est de la visualisation. Il y a quasiment pas une séance où je ne me voyais pas en train d'effectuer le marathon de Paris. Et la visualisation mentale, ça par contre, c'est documenté, c'est bien prouvé que la visualisation mentale permet de mieux anticiper le stress, le doute, les baisses de performance et cetera, à se projeter visuellement en train d'effectuer la chose. Et ça permet au corps littéralement, parce que c'est l'esprit qui le contrôle, de d'affronter, si tu veux, l'épreuve avant l'épreuve. Et moi personnellement, pendant toute ma course en tant que telle, la seule chose à laquelle je pensais, c'était la ligne d'arrivée. Et c'était moi en train de franchir la ligne d'arrivée. Visuellement parlant, moi en train de franchir la ligne d'arrivée. Et j'étais pas et je m'en rappelle très bien et j'étais pas concentré sur mes douleurs en sortant du bois de Vincennes parce que j'en ai encore les souvenirs. Crampes, en fait, j'en avais partout. Mollet, quadri, ischio. Donc voilà, il y a personne qui peut me dire: «Frérot, tu avais un petit pépin, nanani nanana». Frérot, j'étais crampé de partout. J'ai gardé l'allure et je me suis concentré sur, en fait, visuellement parlant, me voir en train de franchir la ligne d'arrivée. Et ça, c'est un tips parmi, tant d'autres, en fait. Et moi, j'aimerais bien avoir d'autres tips parce que je sais que ça a été une variable qui a été considérable dans ma performance dans ce marathon-là. Le 2e tips, parce que là, en fait, j'en ai que 2. En soi, j'en ai que 2 dans mon sac à dos d'Oral Exploratrice, j'en ai que 2. C'est cette visualisation mentale-là et le barème d'échelle. Donc le deuxième, c'est se mettre tous les jours dans une échelle qui est proportionnelle à l'effort que vous voulez fournir, OK? Bon, j'explique. C'est assez compliqué, mais supposons, mettons, demain, vous faites un 10 kilomètres. Qui est un 10 kilomètres, on va dire, le temps médian, c'est 1 heure et quelques pour un homme. Donc c'est 1 heure d'effort, OK? Vous n'arrivez pas à courir, plus de 5 kilomètres, OK? Et là, vous dites: «Comment est-ce que je vais faire pour réussir à faire un 10 kilomètres sachant que je n'ai pas la préparation physique?» Vous entamez une préparation physique, OK, vous faites de la course à pied et cetera et commencez déjà à se mettre dans un effort qui va se rapprocher au temps d'exposition de la course que vous voulez faire, OK? Moi, par exemple, je fais l'ultra tous les jours, quotidiennement, je fais au moins 10 kilomètres par jour. Il y a des jours où je fais moins, c'est sûr. Faire 10 kilomètres quotidiens pour me dire: «Je me suis exposé au moins 1 heure». 1 heure, je considère ça long, donc il faut que je m'expose au moins 1 heure. Et après quand 1 heure devient la norme, on augmente forcément. Aujourd'hui, je m'entraîne pas qu'à 10 kilomètres par jour, je m'entraîne plus et en fait, on va habituer son cerveau à jouer dans des formats qui étaient avant inaccessibles, OK? Et qui progressivement le deviennent. Donc si vous voulez, c'est l'exemple dans une préparation marathon, d'augmenter progressivement le volume et se rendre compte qu'à la fin, on a fait 90 kilomètres de volume dans une semaine, alors qu'au début, on n'arrivait pas à en faire 40. Donc c'est ça, en fait, on change l'échelle et progressivement, il faut aussi se dire mentalement: «Il faut que je me donne un cadre spatio-temporel dans lequel interagir dans mon entraînement». J'utilise des mots de retour vers le futur, mais c'est pour dire qu'il faut se mettre, si vous voulez, vraiment dans une dimension d'entraînement par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, l'ultra, je me dis: «OK, il faut que tous les jours, il faut que je sois dans quelque chose de long». Il faut pas que je me permette forcément, à part si voilà, j'en ai pas le j'ai pas le temps, j'ai pas le truc et cetera, je suis obligé de courir, je fais un petit truc, OK, vite fait. Il faut que tous les jours, mon entraînement soit dédié au fait de me dire: «OK, cette sortie, elle va être longue» et la longueur, c'est ma norme, en fait. Et quelque chose de long, c'est ma norme. OK, je vais le faire, ça va être long. Il faut que ce truc pénible de long le devienne de moins en moins. Et après mon 15 kilomètres se transforme en 15 kilomètres, c'est ma norme. On va aller chercher 20, OK. Et progressivement, en fait, on augmente cette échelle-là. Et c'est ce que je dis donc souvent, il faut aussi garder cette échelle. Parce que c'est quelque chose qui est dur à construire, parce qu'il faut de l'assiduité, de la motivation, non, on s'en branle, mais il faut de l'assiduité et de la discipline pour se dire: «OK, il faut que je continue
tu vas augmenter mon échelle pour que là, je sois dans une dimension d'effort qui va me permettre de faire ma course au mieux. Et quand on s'entraîne plus, et ben, c'est ça le problème. Quand on s'entraîne plus, qu'on a plus d'objectifs et cetera, ça se perd très vite. Le cerveau, c'est une machine à adaptation, c'est une évidence. On l'adapte, il arrive à faire 100 kilomètres par semaine. Et par contre, il ne se désadapte pas à faire 100 kilomètres semaine. Il se réadapte à gagner du confort. C'est plutôt ça l'image. On se dit: «Et dès que j'arrête de m'entraîner, je vais baisser le volume». Mon corps ne s'entraîne plus, il se désadapte. Enfin, d'une certaine manière, oui, il se désadapte de l'entraînement, mais par contre, il va se réadapter à du confort et en fait, progressivement, il va s'ancrer dans le confort. Comme on s'ancre dans, hem, des préparations avec, 100 kilomètres par semaine. À la fin, ça devient votre norme et c'est ancré dans vous. Tant que vous vous entraînez, ça devient facile et ben c'est la même chose avec le confort. Le confort, justement, on le crée et on l'adapte. Enfin, le corps s'adapte à ce confort-là. Donc, toujours important, pour moi, si on n'est pas en objectif, OK, si on n'a pas de course et cetera, je n'ai pas de course. Je n'ai pas de course, OK? Je me prépare à faire des courses et beh, je continue à maintenir ces qualités-là parce que je le sais que par définition, ce sera très compliqué de repartir, jusqu'à, 100 kilomètres semaine et ça me prendra énormément de temps. Mais j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, toujours garder un plateau de maintien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut faire plus, c'est pas un problème. Si on veut faire moins parce on est contraint, il y a pas de problème. Pour remonter, ce sera plus facile. Alors que si on est à zéro en permanence, pour remonter la pente jusqu'à 100 kilomètres, il te faudra, je ne sais combien de semaines. Mais tout ça, bien sûr, quand tu es quelqu'un d'assidu, de régulier, qui fait les choses progressivement et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'était le premier point de ma semaine d'entraînement, la visualisation mentale, la préparation mentale, l'échelle dans laquelle on interagit. Donc peut-être que là, j'ai perdu, la moitié des personnes qui regardaient la vidéo et si tu es là et que tu l'écoutes, c'est que peut-être tu es déterminé ou que tu m'aimes bien et que tu aimes bien m'écouter. Le deuxième point, c'est l'entraînement croisé. L'entraînement croisé dans ma semaine d'entraînement. Cette semaine d'entraînement, et la semaine dernière, j'ai commencé à implémenter, à mettre du vélo progressivement dans mes semaines. Donc là, on est à base de faire au minimum 10 kilomètres par jour. Donc 10 kilomètres, ce qui représente sur un vélo d'intérieur à peu près 25 minutes de mémoire. 20-25 minutes. Donc 20-25 minutes, moi c'est cool, ça me permet de m'échauffer avant mes séances jambes et progressivement augmenter ce volume-là. Essayer d'avoir un volume qui est à peu près similaire à mon volume de course à pied, mais en vélo. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que le vélo, sa particularité, c'est qu'il a énormément de transferts sur la course à pied et malheureusement pas l'inverse. On voit très peu de cyclistes faire de la course à pied. Mais par contre, il a vraiment cette capacité-là et j'entends en plus de plus en plus des gens, dire: «OK, moi je fais énormément de vélo à côté» et ce sont des gens qui performent en course à pied. Donc il y a, je pense, une corrélation, même pas je pense, c'est une évidence et en plus de ça, ça permet de s'affranchir de certaines contraintes de la course à pied, donc les impacts à répétition, potentiellement les blessures et garder une condition physique cardio-respiratoire qui est intéressante, donc de la zone 2. Et ça, zone 2, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui ne savent pas? Zone 2, c'est une zone cardiaque à laquelle on crée toute la capacité d'endurance du corps. On va augmenter, les mitochondries et les capillaires sanguins. Donc les mitochondries, si vous voulez vraiment pour faire simple, schématiquement parlant, dans le corps, on transforme de l'énergie. OK, à partir d'oxygène ou d'autres choses, du glucose et autres et les mitochondries, c'est des petites usines à faire de l'énergie, de l'ATP et justement, ces petites usines-là, la particularité, c'est qu'elles se développent et elles se renforcent, elles s'améliorent, où ça? En basse intensité. Capillaires sanguins, les capillaires sanguins, donc c'est la capacité à vos globules rouges de transporter de l'oxygène dans le sang jusqu'à vos muscles. Bah, cette capacité-là, où est-ce qu'elle se développe le mieux? En zone 2. Donc la corrélation, elle est dite, elle est faite, c'est simple. Il faut faire de la zone 2 majoritairement dans ton volume. Aujourd'hui, on entend beaucoup le, 80-20. Je connais très peu de personnes qui font 80-20, et c'est plus du 95-5 parce que l'intensité représente toujours une partie qui est moindre dans l'entraînement quotidien, enfin hebdomadaire des gens et faire une grosse partie de zone 2, ça donne énormément d'avantages et si en fait je peux en prendre encore plus, quasiment, moi j'appelle ça gratuit. Le vélo pour moi c'est gratuit et ben je le fais et ça permet, bon, plein de choses. Le fait qu'on enlève les contraintes sur les articulations, donc quand on mouline à 90 RPM par minute, ça permet de mieux vasculariser tous les comment ça s'appelle? Les tendons et articulations et tout ça, c'est des choses qui sont bénéfiques pour la pratique de la course à pied. Donc ultra intéressant et ça, les gars et les filles,
ça s'intéresse et ça peut se mettre à toute échelle. C'est-à-dire que vous soyez débutant ou, élite, OK? Et moi je suis débutant, je suis amateur, ça se met à toute échelle, OK? Donc si vous voyez que, par exemple, votre course à pied, elle commence vraiment à trop se surcharger, donc que vous avez des douleurs, que vous avez beaucoup d'impact à répétition et cetera, n'hésitez pas à réduire un petit peu votre volume, garder de la qualité et par contre augmenter le volume sur le vélo. Et le vélo, à partir du moment où il est bien réglé et cetera, vous pouvez y aller, il y a quasiment aucun problème là-dessus. Je connais très peu de personnes qui se blessent sur du vélo, en intérieur, hein. En intérieur ou en extérieur. Après en extérieur, il faut avoir le bon vélo, les bons réglages et cetera. Donc le volume croisé, c'est quelque chose, heu, auquel je crois et que je veux encore plus améliorer et augmenter dans les prochaines semaines pour voir en fait, est-ce qu'il y a vraiment un vrai transfert, tu vois? Sur ma qualité? Est-ce que ça me permet de faire beaucoup plus de volume? Est-ce que je me blesse pas avec? Bref, voilà. Donc je pense que c'est intéressant de le partager et voir l'évolution dans les prochaines semaines. Le troisième point, on enchaîne, hein, les gars. Vraiment, je débite parce que je vous dis que cette semaine, elle a été riche de chez riche. C'est la planification day by day et être sûr d'une chose, de ce que vous ferez à la première heure le lendemain matin. Je m'explique. Hem Et bon, moi, c'est simple. Je vous explique, je suis un grand psychopathe, je suis un grand fou. J'adore planifier les choses X, milliers d'années, avant. Mais bon, je me suis rendu compte que l'avenir, tu le contrôles pas. OK? D'une certaine manière, je suis pas omniscient, je suis pas Dieu, je peux pas voir l'avenir et l'avenir est stressant par définition. Parce qu'on n'a pas cette capacité à pouvoir anticiper les choses et j'ai été de l'équipe et de la team à me dire: «OK, c'est pas grave, on voit long terme» et j'ai encore cette vision long terme. On voit long terme, mais long terme détaillé. En fait, ça marche pas. Dans beaucoup d'aspects, ça ne marche pas. Pour moi, je suis, par contre, croyant du fait de me dire: «Il faut avoir une vision long terme», tu vois? Avoir des objectifs, heu, que tu veux atteindre et les décomposer en sous-objectifs. Mais par contre, ça sert à rien. Ça sert à rien de planifier, des choses des mois à l'avance, planifier toute ma semaine, sachant qu'à la fin, il y a de très fortes chances que ma semaine que j'ai planifiée ne ressemble pas à la semaine que j'ai réalisée. Et donc je me suis posé, enfin j'ai couru plutôt et je me suis dit: «Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer les objectifs qu'on doit se fixer quotidiennement, donc enfin hebdomadairement, heu, c'est-à-dire ce que je dois faire comme travail ou autre, ou entraînement, ça c'est inévitable. Et par contre, la planification et l'organisation en tant que telle va se faire au jour le jour. OK? Pourquoi? Parce que je mise en ce moment sur quelque chose qui a très bien marché sur moi, parce que je suis un laboratoire humain, les gars. Je suis, en fait, je suis, une expérimentation quotidienne et permanente. J'essaye des choses, je vois si ça marche, je regarde si ça marche, je teste si ça marche pas. Donc des fois, j'ai bien aimé des choses, mais je ne veux pas les garder sur le long terme. Des fois, je vais pas aimer des choses et je vais peut-être le refaire, X temps après. Et donc du coup, j'essaye des choses et là, je me suis dit: «Bon, on va faire de la planification au jour le jour» parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le ressenti journalier. Peut-être que ça vous arrive des fois, vous vous dites: «Ouais, OK, demain, je vais faire ça, 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 ça». Souvent, il y a une euphorie le soir, je sais pas comment ça se crée. Il y a une euphorie le soir de se dire: «OK, demain, nin, je me déterre et tout», bref. Le lendemain matin, tu te lèves, tu as passé une nuit de merde, tu as la tête dans le cul, OK, tu es même pas capable d'ouvrir les yeux, quoi. Et là, ta journée se transforme en enfer, chaotique, parce que un, tu n'arriveras pas à faire ce que tu voudras et en plus de ça, tu seras complètement défoncé. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on va arrêter de faire ça, OK? On va remoduler les journées par rapport au ressenti que j'ai, OK? Les séances, les objectifs restent à peu près les mêmes, à part si vraiment je suis dans une forme, vraiment, très, très négative et là je dois retaper mon entraînement. Mais la planification de ma journée, comment est-ce que je fais les choses, comment est-ce que nanana, au jour le jour. Et ce qui est sûr, c'est que juste je me fixe une seule chose, c'est que il faut que je sois sûr de la première action que je vais faire le matin. Et pour être sûr de la première action que je vais faire le matin, je la prépare le soir. Comme ça, je sais que quand je vais me lever le matin, il y a pas besoin de réfléchir. De toute évidence, je dois faire ça. OK. Que ça aille ou que ça aille pas, je dois faire ça et cette action-là va me permettre de rediriger toutes les autres actions de la journée. OK? Donc, pourquoi est-ce que je fais le truc de être sûr de la première action? Parce que si je me laisse le flou artistique de me dire: «OK, je me réveille et je vois ce que je fais», très probablement je ne ferai rien. OK? Je ne ferai rien ou alors je ferai pas ce que je voudrais faire. Et très vite, on peut être le truc de: «Vas-y, je vais glander, je vais être sur mon téléphone, je vais regarder les réseaux, je vais regarder une vidéo, je vais sortir faire autre chose», bref. Nexter ce qu'on comptait faire.
Alors que si je m'astreins le fait donc ça peut être courir. Moi, c'est en ce moment, c'est la salle. J'aime bien commencer par la salle et après aller courir. Ça peut être, faire de la lecture, ça peut être faire du journaling, ça peut être marcher, ça peut être faire ce que vous voulez. Du moment où c'est une action et en fait, cette action-là va vous permettre, enfin va me permettre, parce que vous l'avez pas fait, moi je l'ai fait, de planifier ma journée durant cette action-là. Peu importe. La salle, la course à pied, le journaling ou n'importe quoi. OK, ouais, j'ai bien dormi, je me sens bien, j'ai une bonne forme. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir chercher un peu plus loin dans la séance. La journée, elle est faite. Elle est planifiée dans ma tête et là, je le sais à 99 qu'elle va être réalisée à 100 parce que je le sais à 99 qu'elle va être réalisée à 100 parce que je travaille au ressenti du jour et forcément, si je me sens mal, on revoit les objectifs à la baisse, mais pour qu'ils soient accessibles à la journée. OK? Et comme ça, je sais que je suis sûr de le faire. Tandis que si je me dis: «Waouh, j'ai une quantité astronomique de travail», je vais être incapable de faire ça et je vais faire que 10. Alors que peut-être que si je me l'étais fixé à ma propre échelle et j'ai une grande quantité de travail et bon, je pense qu'aujourd'hui, je peux aller, vas-y, on va faire 30. Ah, je fais 30. Ce sera mieux que 10 à, travailler pour de faux pendant 10 minutes. Donc ça, c'est ultra, intéressant comme, planification day by day et surtout être sûr et se dire vraiment: «OK, demain matin, qu'est-ce que je fais en me levant?» C'est de la lecture, c'est ce que vous voulez et je le prépare. C'est-à-dire, je le prépare, c'est millimétré. C'est-à-dire, je me réveille, mes affaires sont prêtes, ma boisson est prête, mon sac est prêt, mes chaussures sont délacées, prêtes à être enfilées. Je vous dis vraiment, c'est l'optimisation. C'est genre en mode, en gros, pas besoin de réfléchir. OK? Et ça, franchement, ça marche très, très bien. En plus de ça, en ce moment, c'est ultra cool de s'entraîner, le matin parce que là, il fait ultra beau là, c'est très, très agréable pour les mecs, pour les gens qui sont à Paris en ce moment, vraiment c'est incroyable comme météo. Donc là, ça s'enfile des séances le matin, franchement magnifique, magnifique. Quelque chose que j'aime bien. Voilà, donc ça c'était le troisième point, la planification et cetera. Enfin, le dernier point, c'est la création de contenu. Actuellement, je me suis dédié à faire un reels vidéo tous les 2 jours et un carrousel tous les 2 jours. Donc ça fait reels, carrousel, reels, carrousel, reels, carrousel, pour voir comment est-ce que ça marche. Je suis en train d'abandonner progressivement les carousels parce que, j'ai pas l'impression que ça marche. Je vais continuer pour voir ce que ça fait. J'ai entendu un mec qui est très connu, Alexandre Nouzy, très probablement beaucoup de gens connaissent. Il dit une phrase qui est intéressante, c'est: «Parle en centaines». Parler en centaines. Si je me trompe, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, parler en centaines. OK? Quand vous faites quelque chose, essayez-le en centaines. OK? Par exemple, là, les posts, OK, je pourrais dire que ça ne marche pas à partir du moment où j'aurais essayé plusieurs, centaines de fois, enfin, une centaine de fois. OK, j'essaye de m'entraîner, ça peut être quelque chose comme ça, tu vois? Je vais m'entraîner, je vais essayer un plan marathon, OK, sur une centaine de jours, sur une centaine d'heures, sur une centaine d'entraînements, sur une centaine de trucs. Et là, tu peux te dire et te dire: «OK, OK, ça marche pas». La création de contenu, où je me dirige aussi vers une direction artistique un peu plus poétique, OK? Où, c'est vrai que j'avais tendance à me placer, que ce soit dans mes podcasts ou, dans des vidéos de façon générale ou des posts, en tant que donneur de leçons. C'est-à-dire où moi j'ai la réponse à une certaine question et je viens l'expliquer, mais de façon très péjorative par rapport à une situation donnée. Donc par exemple, je fais un podcast et je t'insulte. Et en même temps, parce que c'est en faisant ce genre de choses qu'on crée des fois le déclic chez certaines personnes et c'est une manière de l'amener pour les gens qui connaissent, Papacito, Raptor et cetera, ils le font et ça marche très bien. C'est pas le problème. Mais, ce que je me suis dit, c'est que je voulais l'amener d'une certaine manière où je voulais instaurer un principe, qui commence à me plaire de plus en plus, c'est le storytelling. Et commencer à raconter des histoires et ne plus forcément donner un axe fixe, rigide, dans une façon de penser, mais plutôt amener une réflexion, OK? Et faire réfléchir les gens. Parce que faire réfléchir les gens, je pense que ça a plus de valeur que simplement les insulter dans une certaine manière, même si je continuerai à les insulter. Mais, amener la réflexion, ça peut être un peu plus intéressant et même en dehors de ça, et ce que j'expliquais, l'autre jour, c'est, c'est insulter les gens sans que les gens se rendent compte qu'on les insulte. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, ifayron @ifayron.fr pour les personnes qui veulent savoir. Je fais des textes. Je parle, là les 2 textes que j'ai fait cette semaine, il y en a un qui parle de
de l'introspection de la course à pied, comment est-ce que la course à pied est bénéfique et cetera et GOAT, c'est un texte sur le fait de courir tôt le matin. Donc pourquoi est-ce que c'est important de courir tôt le matin? J'aurais pu faire un reels motivationnel en me disant: «Il est 4 heures du matin, je suis levé, j'ai déjà à 8 heures réalisé la moitié de ta journée et tu une grosse merde». J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire culpabiliser les gens et cetera. Bref, l'amener d'une certaine manière et là, je l'ai pas du tout fait comme ça. En tous les cas, c'est pas ce que je faisais de base et amener de la réflexion et de la poésie, parce que c'est de la poésie avant tout et c'est surtout du storytelling. Donc du storytelling de on raconte une histoire. Quand les personnes qui ont vu, l'autre matin à 5 heures, un inconnu m'arrête et me demande: en train de raconter une histoire. C'est jamais arrivé. Il y a aucun mec qui m'a demandé à 4 heures du matin: «Qu'est-ce que tu fais dehors?» Tu vois? C'est du storytelling et on commence à amener la chose. La personne s'est dit: «What the fuck?» tu vois? Et ça marche. D'une certaine manière, ça marche. Mes autres reels étaient bloqués à quelques centaines de vues. Un seul, avec un seul partage, a fait plus de 1000 vues. On n'est pas encore en train de percer les gars, mais vous voyez la dimension, ça fait 1 fois 10 alors que, il y a pas eu plus de pubs ou plus de autre chose. C'est juste l'écriture a été différente. Donc ça marche mieux, donc théoriquement, ça répond mieux, donc il faut continuer à faire des choses comme ça. Et moi, ça me plaît plus, donc je vais continuer à faire. Et il y a aussi notre corrélation avec, c'est forcément ce qui marche et le meilleur truc à faire, c'est prendre ce qui marche, le mixer, l'adapter à sa sauce, avec quelque chose que tu aimes, mettre ton empreinte dedans et le repartager. Donc voilà. Et l'importance du partage, c'est le dernier point, après on en a fini pour aujourd'hui. L'importance du partage, j'ai 49 abonnés, je suis une star et quasiment 0 personne qui riposte. OK. À chaque post, je parle. À chaque post, quasiment personne qui riposte, qui met un commentaire et cetera. Parce que l'algorithme marche comme ça. Si tu mets un commentaire et que tu ripostes, la vidéo devient plus virale parce que un, elle fait parler les gens et en plus, elle se repartage. Et ça, c'est, factuel, ça marche en fait. On voit les vidéos qui marchent, on voit le nombre de partages, le nombre de commentaires. Donc, pour moi, quand tu es consommateur et que tu connais des gens qui créent du contenu, par définition, c'est intéressant pour eux, enfin, c'est même un droit de devoir le faire. Parce que genre en mode, ça ne coûte strictement rien, tu vois? Ça ne coûte strictement rien et si tu likes, pour moi, tu associes un partage, un commentaire, tu vois? Mais quand je parle de personnes que tu aimes, que tu connais et cetera, quand c'est juste un reels que tu vois, on s'en bat les couilles. Et moi, dans mon entourage propre, je connais pas beaucoup de personnes qui font du contenu, donc je partage pas des masses. Mais par contre, quand je vois que quelqu'un essaye de se lancer ou autre, ou essaye de faire des choses, peut-être dans la musique ou d'autres personnes qui essayent de faire des choses comme ça partage, tu vois? Partage et on essaye de c'est même pas donner de la force, c'est puisqu'en fait, je sais qu'il y aura pas plus de choses concrètes pour lui parce que je partage. Mais par contre, tu vois, l'algorithme, si le mec il continue, il est régulier et cetera, ça aura une vraie plus-value pour cette personne-là. Et je pense que c'est important, bref, c'est un truc qui est aussi, intéressant à suivre sur le long terme, sans partage, avec partage, hein. Mais dans tous les cas, l'algorithme Instagram est assez connu un petit peu de tous. On voit qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et il y a une vraie corrélation, encore une fois, entre partage, commentaire et les mecs qui n'ont pas de partage et pas de commentaire. En tout cas, voilà, c'était les grands thèmes de cette semaine d'entraînement. Je vous ai dit qu'il était riche, voilà, dans les réflexions, et encore, il y a plein de choses auxquelles j'ai réfléchi, et qu'il me faut encore plusieurs, entraînements pour pouvoir aboutir à une pensée définie et structurée pour, la partager dans un podcast. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était Waldo, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du dialogue interne. À la prochaine. Ciao.